j'ai découvert que j'étais intersexe, qu'il y avait d'autres personnes comme moi, que j'étais pas seule. C'est ça aussi, en fait, ils te disent pas qu'il y a des autres comme toi. Et surtout que j'étais pas malade. En tout cas, ce qu'il y avait dans mon dossier médical, c'est de la merde. Ce qu'on m'a pu me dire, par exemple, c'est que je me suis développée femme alors que je devais être homme. Et comment les médecins le tournent, c'est une anomalie et c'est une malformation. Alors qu'en fait, bah non. Ces opérations-là qu'on m'a proposées, c'est pour que je corresponde à une certaine vision que ces gens ont de ce que devraient être les humains, ou en tout cas comment la nature humaine devrait être faite. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 53. Nous sommes intersexes. Mercredi 3 juillet 2024. Je vous écris depuis l'entre-deux tours des élections législatives. Le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Je ne sais pas sous quel gouvernement vous écouterez cet épisode, ni les suivants. Ces dernières semaines, la peur, la colère et la tristesse ont accompagné la préparation de cette émission. Et puis, au fil des jours, les émotions ont disparu. Je ne ressentais plus rien. J'avançais en robot, sidéré. Ça m'a fait peur. Alors, je me suis dit que ce que j'avais de mieux à faire, c'était de m'accrocher très fort à mon micro et aux ondes des sons sur le logiciel de montage. Continuer d'autant plus intensément à tresser les voix qui fissurent les silences, les récits des luttes collectives et les poèmes qui réconfortent. Donner écho au souffle qui se forme depuis les marges, aux puissances des liens noués entre toutes celles et tous ceux qu'on aimerait faire taire ou voir disparaître, et qui pourtant ne cesseront de résister. Comme c'est le cas pour les personnes intersexes que vous allez entendre. Leurs parcours sont multiples, mais comme la plupart des personnes intersexes, toutes ont subi des violences médicales répétées parce que leur corps ne correspondait pas aux définitions binaires du masculin et du féminin. J'ai d'abord rencontré Mathieu. Issu d'une famille de classe moyenne, il est aujourd'hui infirmier et vit en Bretagne. Je suis né en 79 à Clermont. Je nais en bonne santé, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est écrit dans le carnet de santé. Malgré tout, dès la naissance, on fait part à mes parents qu'il y a quand même un petit souci, mais que la médecine sait faire, qu'ils vont résoudre les problèmes. Je suis né et assigné garçon, mais avec des organes génitaux qui n'étaient pas complètement masculins. À 9 mois de vie, alors qu'a priori tout allait bien, j'ai des explorations génétiques, radiologiques, donc avec urographie, voir s'il y avait présence ou pas d'un vagin, des taux hormonaux, voilà. Le karyotype est XY, donc à partir de là, la médecine est convaincue de le fait que je suis un garçon. Donc, en octobre 82, donc j'ai 3 ans et demi, j'ai un traitement par testostérone. Il y avait de la pommade testostérone pour faire un développement des organes génitaux masculins, et il y avait aussi des injections de testostérone pour pouvoir augmenter la croissance et tout ça. En vue de préparer aussi un champ opératoire. Il fallait faire grossir artificiellement mon sexe pour pouvoir permettre aux chirurgiens de travailler, pour construire une verge de la chirurgie, de construction d'une bite, quoi, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire rendre mon corps masculin, et ça c'est écrit noir sur blanc dans un dossier en 82-83, cet enfant sera difficilement virilisable. Je crois qu'au départ ils disent à mes parents que pour que ça soit bien, il faut qu'il y ait au moins 2 voire 3 blocs opératoires. Sauf que ça se passe jamais comme ils imaginent que ça va se passer. Du coup, il y a eu des reprises chirurgicales nombreuses, il y a eu des infections, des retours en urgence à l'hôpital parce que j'étais en septicémie. Et puis en général, après les séjours, c'était d'1 semaine à 15 jours à rester à l'hôpital. Il y a beaucoup de temps sans parents, on est seul dans un lit.
la plupart du temps attachés dans le lit, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de toucher, quand on est petit, les dispositifs médicaux. Or, à chaque fois que je sortais du bloc opératoire, il y avait des sondes urinaires, donc c'était interdit. Donc, des contentions. Et je peux pas te dire mon vécu de la chose. Je pense que j'ai bien refoulé tout ça, et les douleurs ne sont advenues que plus tard. Mais moi, j'ai toujours souvenir d'avoir mal pour uriner. Pour moi, c'était une évidence pour tout le monde, en fait. Ça fait une dizaine d'années que je sais qu'en fait, c'est pas normal. Que les gens ont pas mal quand ils urinent. C'est pas normal. Et en plus, j'aurais jamais dû avoir la chose qui a créé la douleur. J'avais pas de problème urinaire avant les interventions chirurgicales. Je suis né, je pissais dans ma couche, il n'y a aucun problème. Hein. Je me retrouve en plus à avoir des poils au pubis dès le CM1. Alors que les petits garçons, en général, ça arrive un peu plus tard. Tout ça, c'est parce qu'ils m'ont injecté de la testostérone. En plus, dès l'entrée en primaire, on demande d'aller pisser à l'urinal. Du coup, je trouve toutes les stratégies pour pas pisser en même temps que les autres, ou cacher, ou tout ça. Donc là, sur la conscience de la différence corporelle, elle était là. Je suis difforme. Je suis monstrueux, je suis anormal. Et je me dis ça parce qu'on me donne pas d'autres mots, parce que je suis pas accompagné, parce que personne m'en parle. Bon. Je vois le chirurgien la dernière fois, j'ai 12 ans, donc en 6e. Et ces questions, c'est est-ce que tu bandes droit ? Et ouais, voilà, devant mes parents. Bon, ça, c'était des scènes de honte. Et j'ai 12 ans, quoi. N'importe quoi. Donc lui, il était content. Tout va bien, au revoir. J'ai plus besoin de vous revoir. C'est bien, c'est bon. C'est parfait. Non, les médecins étaient contents. En tout, Mathieu sera opéré 7 fois entre ses 3 et 8 ans. Mathilde aussi a subi des mutilations toutes petites. Aujourd'hui, elle a 34 ans, elle est chercheuse en sciences humaines et habite à Paris. Moi, je suis née à la maison. J'aimais bien dire que j'étais née dans ma chambre. J'ai toujours vécu et grandi dans cette chambre jusqu'à mes 18 ans, jusqu'au moment où je suis partie après le bac. À la naissance, a priori, rien de suspect sur le plan médical. C'est écrit dans un de mes dossiers médicaux. Les parents la déclarent fille sans aucune arrière-pensée. Il faudra attendre quelques mois et un premier diagnostic fait par un médecin de famille à l'hôpital. Il va se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose parce qu'il voit ou il perçoit, on va dire, une petite atypie génitale. Et à partir de ce moment-là, tout de suite s'ouvrent les portes des grands hôpitaux, quoi. D'abord à Lyon, où a priori il se forge un premier diagnostic qui est donc celui d'une insensibilité partielle aux androgènes. C'est comme ça qu'on appelle ma variation dans le jargon médical. Et du coup, le protocole aurait voulu qu'on fasse une chirurgie exploratoire. On va aller regarder à l'intérieur, voir si effectivement il y a une adéquation entre l'apparence de l'enfant et ses gonades. Et en l'occurrence, les médecins présumaient que j'avais des testicules et donc ils les auraient à ce moment-là enlevés. Ma mère était réticente. En fait, elle a quand même pesé déjà pour savoir effectivement si c'était obligatoire. Comme ça ne l'était pas, elle est partie. Et par contre, elle a eu du coup, quelques mois plus tard, un appel des médecins qui lui ont mis un coup de pression. Elle disait, mais vous ne pouvez pas laisser cet enfant comme ça, c'est la mettre en danger. Et ils lui ont dit, ce qui était par ailleurs globalement tout le temps dit et dans le cadre des personnes qui ont ma variation, c'est qu'il y avait un risque de cancer. À partir de ce moment-là, mes parents cherchent un deuxième avis. Ça va être Paris, Necker, l'hôpital des enfants malades. Je dis ça parce que moi j'ai toujours eu du mal. On me disait que je n'étais pas malade, mais j'allais à l'hôpital des enfants malades. Et là, il y a cette phrase d'ailleurs dans mon dossier médical parisien dans lequel il est écrit « Les parents ont des doutes sur les bienfaits de l'opération qui cependant s'imposent ». J'avais 25 mois. Première opération, donc 2 ans. Gonadectomie, vaginoplastie, création d'un vagin. Moi, j'en avais pas. Et par ailleurs, ce à quoi d'ailleurs mes parents n'avaient pas consenti, c'est que j'ai eu aussi à ce moment-là une récession clitoridienne. Ça, ils l'ont d'ailleurs découvert de quand je suis sortie du bloc, quoi. La chirurgienne leur a dit qu'elle avait fait ça au passage. Combien de médecins, d'étudiants et d'étudiantes en médecine, d'archivistes, ont pu inspecter mes organes génitaux sans avoir à confronter mon regard, parce que mes yeux étaient commodément noircis sur la photo. Si j'avais la photo, ce serait un moyen pour moi de me souvenir de mon corps volé.
Lorsque les médecins ont assuré à mon père que j'aurais une fonction sexuelle normale, ils ne voulaient pas dire que mon clitoris amputé serait sensible ou que je serais capable de ressentir un orgasme ou n'importe quel plaisir. Ils lui garantissaient qu'en grandissant, je ne confondrais pas la conception normative de qui, l'homme, baisse qui, la femme. Toutes les choses que mon corps aurait pu apprendre à faire, toutes les possibilités, sont parties dans le couloir avec mon clitoris amputé jusqu'au service de pathologie. Le reste de mon moi est allé en salle de réveil. Je suis toujours en convalescence. I'm still intersexual. Morgan Holmes. Les variations intersexes sont multiples. Elles peuvent porter sur les organes génitaux, les gonades, les hormones, les chromosomes ou les caractères sexuels secondaires, comme les poils ou la poitrine. Certaines variations sont perceptibles dès la naissance, beaucoup n'apparaissent que plus tard au cours de la vie. Les personnes intersexes représentent 1,7% de la population. 96% d'entre elles subissent au moins un traitement hormonal et 64% une gonadectomie que les médecins justifient souvent par un risque de cancer, alors même que celui-ci est extrêmement rare et qu'il pourrait être suivi tout au long de la vie. Dans l'immense majorité des cas, les mutilations subies ne répondent à aucune urgence vitale ni aucun problème de santé, comme me l'a expliqué Loé Petit, activiste et chercheuse intersexes. Le fait d'avoir un grand clitoris, le fait de ne pas avoir de vagin, le fait de ne pas avoir d'utérus, le fait d'avoir des testicules internes, le fait d'avoir un petit pénis ou d'avoir un urètre qui n'est pas à l'extrémité du pénis par exemple, le fait d'avoir de la barbe pour des personnes assignées filles, le fait d'avoir des seins pour des personnes assignées garçons, ce ne sont pas des problèmes de santé, ça ne crée pas de problèmes de santé. Et pourtant, on a des noms de syndromes. Par exemple, on a des petites filles qui vont avoir des taux de testostérone élevés, et ça va être systématiquement pathologisé sous les termes d'hyperandrogénie, ou par exemple pour avoir un grand clitoris sous le terme d'hypertrophie clitoridienne. À partir du moment où on dit hypertrophie, on parle d'un problème de santé. On a des petites filles à qui on réduit le clitoris et à qui on fabrique un vagin avant 2 ans. Une enfant de 2 ans n'a pas besoin d'un vagin. Ça me semble assez simple comme idée. Une personne qui va avoir des relations pénétratives par le vagin peut avoir cette discussion et cette réflexion à la puberté et après la puberté, et discuter et décider si elle veut ces opérations-là. Les médecins ne vont jamais dire c'est un enfant intersexe ou il est entre les deux, etc. En fait, le vocabulaire qui peut être utilisé, c'est un petit garçon ou une petite fille mal finie qu'il faut terminer. On va aider la nature à finir son travail. C'est ce genre de vocabulaire, donc avec une sorte de destin biologique qui serait un peu raté, qu'il s'agirait finalement d'accompagner et d'aider à finaliser. Comme si les personnes auraient toujours dû avoir un corps dyadique. Donc les personnes dyadiques, c'est des personnes qui ne sont pas intersexes. Et que le corps intersexe était un bug, en fait, qu'il s'agissait de régler. Pour Miral Raz, sociologue, cette médicalisation de l'intersexuation découle d'une médicalisation plus large de notre société. Au cours du 19e et notamment du 20e siècle, c'est les scientifiques, les biologistes, les chirurgiens qui d'abord devraient acter et dire la vérité des corps et avoir le monopole du coup de cette parole, l'autorité aussi d'intervenir et que toute autre instance sociale n'en a pas la légitimité. Et donc ce qui est important, c'est de comprendre ce processus de comment la médecine a obtenu cette légitimité absolue de dire la vérité des corps de manière générale et en particulier aussi des personnes intersexes. Ce contexte de la modernité, on va dire fin 18e, 19e siècle, c'était aussi un moment, cette rigidification en fait, des catégories de sexe liée à cette conception de ancrer la différence des sexes dans nature et cette idée-là que la hiérarchisation entre les hommes et les femmes serait ancrée en nature dans leur corps et que du coup ça viendrait aussi justifier la domination masculine. Et du coup, la difficulté est juste d'accepter qu'il n'y ait par exemple pas des garçons qui ne puissent pas uriner debout. Et c'est ce qu'on entend très souvent aussi dans les arguments. Donc, pourquoi c'est important à ce point-là
qu'un garçon urine debout? En fait, qu'est-ce que ça dit de notre société? Pourquoi c'est important qu'une fille ait un vagin? Pourquoi c'est important qu'une fille n'ait pas un clitoris qui mesure plus que1 centimètre, etc. Donc derrière ça, il y a cette angoisse sexuelle d'avoir des corps et des comportements qui sortiraient de la bicatégorisation, mais qui sortiraient aussi des normes cis-hétéros. L'objectif final, c'est d'avoir des hommes qui peuvent pénétrer et des femmes qui peuvent être pénétrées. C'est d'avoir des hommes virils et des femmes féminines. L'objectif, c'est que les enfants soient des petits garçons normaux et des petites filles normales, c'est-à-dire cisgenres et hétérosexuels, dans une approche qui est totalement idéologique. C'est un projet social de l'Amérique des années 50, qui malheureusement se maintient aujourd'hui. Toutes les personnes intersexes ne sont pas opérées dès la naissance. Elles sont nombreuses à découvrir leurs variations pendant l'enfance ou lors de la puberté, comme ce fut le cas pour Suzanne. Quand je suis arrivée au collège et que mon adolescence a commencé, j'ai commencé à voir que je me développais pas comme les autres filles. Les filles avaient toutes de la poitrine, étaient toutes déjà plus grandes que les garçons à 12 ans. Et moi, je faisais 1m48 et j'avais l'air d'une petite fille de 8 ans. Les filles, elles avaient leurs règles et je vais avouer que j'avais pas encore mes règles et on a pu me dire que j'étais pas une vraie femme. À chaque fois que j'allais aux toilettes, je me disais aujourd'hui c'est peut-être le jour où je vais avoir mes règles. J'allais enfin être une femme normale comme les autres. Et en fait, elles n'arrivaient pas. Et au fil des années, elles n'arrivaient toujours pas. J'ai vécu une perte d'espoir, on va dire, et une désillusion. J'avais compris qu'il y avait un truc qui clochait chez moi. Pendant toute mon adolescence, je ne savais pas trop où me mettre et j'étais dans un endroit non défini. Et je pensais que j'étais toute seule. C'était aussi du coup la période où j'ai commencé les visites médicales. Je me souviens d'un examen médical avec un généraliste. En fait, je me souviens juste être sortie de cette visite médicale avec ma mère et d'avoir pleuré parce que le médecin avait regardé dans mon pantalon et il a fait un commentaire sur mes parties génitales qui m'ont ramené à des complexes que je traînais déjà depuis le collège. C'était comme une confirmation de la part de professionnels que ce qu'avaient dit mes camarades, c'était vrai. On m'a diagnostiqué un... J'ai pas envie de le dire. Non, j'ai pas envie de dire le nom de ce syndrome. Pour moi, ça veut rien dire. C'est un terme médical qu'ils ont inventé pour qualifier une variation intersexe, qui est la mienne, de manière à ce que ce soit quelque chose à corriger, à soigner, pour qu'on soit pas inter, justement. Parce qu'on veut pas qu'on soit inter, en vrai. C'est ça la vérité. C'est que les médecins, ils veulent pas qu'on soit comme ça. Moi, ma variation fait que j'ai des testicules dans mon ventre. On m'a proposé 2 opérations en particulier, une gonadectomie et une vaginoplastie. Je suis très reconnaissant envers moi-même et je pense envers ma mère aussi qui était là. J'imagine que j'ai dû croiser le regard de ma mère et qu'elle m'ait fait comprendre que non, parce que peut-être j'étais trop jeune pour ça et... En tout cas, je sais que j'ai dit non. À la suite de ça, on m'a donné des alternatives à ces opérations. C'est la dilatation vaginale, c'est les dilatateurs, des ustensiles de forme phallique de plusieurs tailles qui vont être utilisés pour modeler, dilater le vagin afin qu'il ait une taille le plus normale possible. Je me rappelle du coup qu'on m'a fait aller dans cette salle avec une gynécologue qui m'a montré comment les utiliser et qui les a testés sur moi. C'était violent, j'avais mal, j'avais même très mal. Et cette gynécologue-là me disait de pas bouger et de rester tranquille. Et elle m'a dit que ça allait me servir pour plus tard. Comme ça, j'allais pouvoir... avoir des bons rapports avec des hommes et avec mon futur mari.
Et elle m'a dit que plus j'allais avoir de rapports sexuels avec des personnes à pénis, en tout cas plus j'allais me faire pénétrer, et plus mon vagin allait se modeler et devenir normal, on va dire, que socialement ce serait plus facile pour moi. À ce moment-là, j'ai 15 ans. J'ai aucune expérience et j'ai aucune sexualité. Je comprends ce qu'elle me dit, je l'intègre. Et puis, j'ai longtemps eu ces idées dans la tête où il fallait que j'aie des rapports, en fait, pour être normale. Et j'ai eu plusieurs comportements destructeurs. Tu peux vite tomber dans ce truc où tu te détaches du coup aussi de ton corps. Je me suis obligée à des choses. Je ne veux pas être la déprimée, la haletante, la pantelante dans la côte monstrueuse. Je veux aller bien, parce qu'aller bien est une chose simple, ok ? Parce qu'on a besoin de peu de choses pour aller bien. Je veux savoir quelles sont ces choses, ce peu de choses pour aller bien. Je veux construire quelque chose, pas une carrière, pas un plan de vie, mais une cabane, un pull ou un livre. Je ne veux pas faire de plan. Un plan aide à se repérer. Moi, je ne veux pas être perdu, compris ? Je ne veux pas perdre ce qui m'appartient. Je ne parle pas d'une maison, d'un travail, de mes vêtements. Je parle de ce qui m'appartient depuis mon premier jour. Ma vie, mon corps, mes sens, ma joie, ma force, mon amour. Colza Albelac. On n'a jamais parlé de tout ça d'ailleurs en fait avec mes parents. C'est un sujet qu'on n'aborde pas. Il y avait juste un silence de écoute, la vie continue. En fait, même moi, j'avais pas envie de l'aborder. On faisait un peu comme si il y avait rien. Et on faisait comme si tout allait bien. Parce qu'en vrai, tout allait bien entre guillemets parce que après j'ai eu une adolescence, on va dire, où j'allais au lycée, je faisais ma scolarité, j'avais mes activités extrascolaires, mais du coup, il y avait ça. J'ai eu quand même le courage de dire à ma mère que c'était pas de sa faute ce qui s'était passé, parce que ça ne l'est pas. En tout cas, avec mes parents en général, il n'y a jamais rien eu de malveillant. C'est des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, avec les infos qu'ils avaient. Parce qu'en fait, on dit pas aux parents comment réagir quand t'as un enfant intersexe. En fait, vu que c'est une notion qui est si peu connue, et la technique, c'est que du coup, la plupart des personnes internes ne savent pas qu'elles le sont. Et c'est comme ça qu'ils procèdent, en fait, les médecins. Dans son livre « Intersexe, du pouvoir médical à l'autodétermination », Miral Raz explique que la médicalisation de l'intersexuation a participé à son effacement. Un effacement physique, culturel et épistémologique, c'est-à-dire que peu d'informations sont transmises, notamment aux parents ou aux enfants devenus adultes. D'ailleurs, beaucoup rencontrent des difficultés pour accéder à leurs dossiers médicaux. Dans un article paru en 2017, la chercheuse intersexe Jannick Bastien-Charlebois s'interroge. Les sujets intersexes ont-ils le droit de se penser ? Elle reprend le concept d'injustice épistémique, une injustice première qui s'inscrit dans le fait d'être empêché de poser des mots sur sa propre existence. Ces impossibilités à se penser et à se dire découlent aussi des silences, des tabous, des approximations, voire des mensonges, qui égrènent les parcours de toutes les personnes intersexes, comme celui de Mathilde. À 7 ans, mes parents me font un week-end aux Petits Oignons. Un très beau week-end d'automne, on est allé faire une magnifique randonnée, on était dans le sud de la France. Et ce jour-là, juste dans un moment très solennel, ils m'expliquent que je ne peux pas avoir d'enfant. C'est la première chose. Et c'était leur drame, à eux. Et d'autre part, on m'explique qu'on m'a retiré des gonades cancérogènes.
Et surtout, on me fait comprendre, ne serait-ce que par le cérémonial, que je vais pouvoir en parler, mais à des personnes que je choisirai. En fait, je crois qu'ils me disent que personne n'est au courant. C'est toi qui choisiras d'en parler. Indirectement, on me dit c'est un secret, quoi. À 10 ans, je vois la chirurgienne et elle m'explique qu'à partir de ce moment-là, on va commencer à me prescrire des hormones pour faire grandir mon corps, notamment pour que j'ai des seins. Tous les 3 mois, on me mesure, on me pèse, on regarde dans ma culotte, on me palpe les seins, on regarde les hanches. Et je me souviens aussi, par exemple, du jour où l'endocrinologue, vraiment lui, avec ses mains sur mon corps, c'est quand même toujours un endroit vraiment très violent. Et il me dit, je sais plus, je crois que j'ai 14 ans, et il me dit, si tu veux des plus gros seins, c'est maintenant qu'il faut le dire. Et je me souviens d'un premier endroit de dissociation, quoi, de premier bug dans ma tête. Quand il dit ça, d'un seul coup, tout ce qu'il dit devient fiction. Mon corps devient un endroit de quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais je savais même pas si j'avais un utérus à l'époque, je savais rien. Je savais même pas qu'on avait fait une vaginoplastie. Je sais que je vais à l'hôpital, je sais que je mens, que je ne dis à personne que je prends ces hormones, que je me cache pour les prendre le soir, que quand on va à la pharmacie pour les prendre et qu'on croise une amie, on n'explique pas trop ce qu'on vient chercher, ou alors en tout cas on ne mentionne pas qu'on est venu chercher ces hormones. Donc tout ça est un endroit de non-dit. À l'adolescence, comme Suzanne, Mathilde subira des séances de dilatation vaginale. Celles-ci ne fonctionneront pas et aboutiront à une nouvelle chirurgie. Des actes proposés très rapidement par les médecins, en guise de réponse à ces quelques interrogations concernant la sexualité. J'aurais, je crois, juste aimé qu'on me dise que c'était une option, que j'avais le choix, encore une fois, à cet endroit-là. Et surtout, j'aurais aimé qu'on me dise que j'aurais pu explorer mon corps moi-même. Et à me poser des questions sur ce que je vivais, justement, sur le plan de l'intimité, de si oui ou non j'avais un amoureux, une amoureuse, et de quelle sexualité je souhaitais avoir. Rétrospectivement, c'est très étrange parce que ma mère travaillait au planning familial. Mes sœurs parlaient sexualité avec ma mère, parlaient contraception, c'était quelque chose qui était tout à fait justement un espace de choses qui pouvaient être dites, et avec moi, ça ne pouvait pas exister. Je ne peux pas leur en vouloir des décisions qui ont été prises pour moi, parce qu'il y avait un très grand pouvoir de la part du corps médical. Mais par contre, sur l'absence de mots, eux, ils sont adultes à un moment et ils sont responsables du fait que, de la façon dont je vais grandir, c'est-à-dire dans un silence total. Là, j'ai eu 2 témoignages récents de la part d'amis de ma mère, à qui ma mère, en fait, là, ces dernières années, en avait un peu plus parlé. Elle est décédée l'année dernière, mais qui m'ont témoigné du fait qu'elle se sentait très coupable. Elle espérait que je lui en voulais pas. Au fil de ses travaux auprès des parents d'enfants intersexes, la sociologue Gaëlle Larieux a pu constater que très peu d'entre eux s'opposaient aux interventions des médecins. Beaucoup souhaitent que leurs enfants rentrent dans la norme, considérant celle-ci comme une nécessité première pour son bien-être et pour son développement. Vu que ça paraît aux parents comme totalement impossible de changer la société, de dire on sait que notre enfant, on risque de se moquer de lui, on sait que si c'est une petite fille et qu'elle va à la piscine, alors il y a souvent les mêmes imaginaires qui reviennent et qu'on voit qu'elle a une bosse, on va se moquer d'elle. Et ça paraît inacceptable pour des parents, que ça puisse avoir des répercussions psychologiques sur la suite. Et donc pour ces raisons-là, vu que changer la société paraît trop difficile, inaccessible, le fait de changer son enfant apparaît en fait comme la solution, avec souvent une minoration aussi de ce que sont ces opérations. Est-ce que les parents se rendent compte que accepter une vaginoplastie et des dilatations vaginales sur leur enfant mineur, prépubère, pendant des années, est-ce qu'ils pensent vraiment que c'est mieux pour elle plutôt que le risque de se faire moquer à la piscine ? Qu'est-ce qui va avoir des conséquences sur le long terme dans son rapport à son corps, d'être accompagné par des adultes, d'être soutenu, d'être défendu devant ses camarades s'il y a des moqueries, d'avoir éventuellement une éducation de l'ensemble des élèves à la diversité corporelle, ou est-ce qu'il vaut mieux cacher ça et faire sentir à l'enfant que son corps est inadmissible et imposer des dilatations vaginales à des enfants mineurs ? Par ailleurs, on va quand même rappeler qu'il y a beaucoup d'enfants qui subissent du harcèlement, que en fait, des atypies corporelles, il y en a plein, et elles ne sont pas forcément génitales, qu'on ne passe pas notre temps à faire passer les enfants sur le billard
pour les normaliser. Et encore heureux, parce que là, on est juste en train d'essayer de créer des copies conformes les uns des autres. Ça participe, encore une fois, à l'éradication de l'intersexuation de la société, c'est-à-dire qu'on va continuer à effacer, génération après génération, les traits intersexes, et donc on ne recréera jamais de nouvelles normes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que prendre des rendez-vous, se rendre sur des centres de référence qui sont parfois très loin, accompagner leur enfant dans la gestion des émotions, réfléchir à ce qui va être dit ou pas, tout ça, en fait, c'est les mères qui le font, avec au contraire des pères qui sont complètement soit dans le déni, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du tout en parler, donc ils vont faire comme si ça n'existait pas, d'autres qui vont se réfugier dans le travail. Dans certaines situations aussi, et c'est elles qui se retrouvent aussi à être le relais des médecins, c'est-à-dire que pour tout ce qui va être fait, et je pense notamment à la question des dilatations vaginales au sein de la famille, c'est du coup les mères qui vont les mettre en pratique auprès de leurs filles, et donc du coup le fait qu'elles soient le relais principal dans les rendez-vous avec les médecins, etc., font que c'est elles aussi qui, de façon très concrète, peuvent se retrouver à agir sur le corps de leur enfant. Les mères, elles sont aussi prises dans des rapports de pouvoir qui leur sont souvent défavorables dans les échanges avec les médecins. Il y a en fait quasiment une impossibilité aussi structurelle de penser un rapport égalitaire quand on est dans des situations comme ça qui sont si déséquilibrées en termes d'âge, en termes de genre, en termes de classe, parfois en termes de race selon les parents, et donc qui font que cette question de est-ce que vraiment on peut avoir un échange égalitaire, penser la capacité à consentir, c'est encore plus difficile quand les rapports de pouvoir sont si inégalitaires. Ce n'est pas que pour l'intersexuation, mais qu'on peut observer de manière générale que les mères sont souvent des agents socialisateurs centraux en fait pour les enfants et qui ont ce rôle social de véhiculer les normes de genre, mais aussi d'autres normes sociales que l'enfant, et notamment les filles, doivent recevoir. Et donc c'est une transmission de normes, souvent de la féminité, qui passe de mère en fille. Pour être une bonne mère, il faudrait bien transmettre en fait quelles sont les normes de la féminité, et à l'intérieur, c'est souvent des normes esthétiques, entre guillemets, par les questions d'épilation, de pilosité par exemple, etc. Donc c'est un peu le paradoxe aussi de ce système patriarcal qui, en plus de tout, fait peser aux mères et aux femmes la transmission des normes de genre qui les oppriment. Le poids des normes impacte aussi très fortement la vie des personnes intersexes, dont les variations sont hormonales. Ce fut le cas pour Nina, dont la pilosité s'est développée sur tout le corps dès l'âge de 7-8 ans, ce qu'elle ne vivait pas du tout comme un problème, jusqu'à ce que sa mère l'emmène chez l'esthéticienne. Elle supportait pas que j'ai un poil au-dessus des lèvres, elle supportait pas que j'ai des sourcils qui dépassent, parce que j'avais des sourcils qui commençaient à faire un mono-sourcil. Du coup, l'esthéticienne m'épilait à la cire les sourcils. Très mauvaise idée d'ailleurs, c'est moche. Et ça fait mal, mais du coup moi j'étais là, mais pourquoi ? Et je vois pas l'intérêt si ça fait mal de le faire, alors que moi j'ai pas de problème. Et en fait, ma mère elle me dit, mais tu sais c'est pour que tu sois belle, parce que c'est pas beau, parce qu'une fille c'est pas comme ça, et une fille c'est autrement. Toi déjà t'es pas trop une fille parce que tu t'habilles comme ça, que tu joues au foot, que tu fais nanana nanani. Donc en gros, si tu veux pas être complètement marginalisée, fais ça, tu vois. Et en fait, ma mère commence à me faire épiler tout mon corps, quoi. Et là, ça commence à être... déjà, ça me fait très mal. Le visage, ça allait. Les jambes, moi, j'avais très, 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 très mal. Pour moi, c'était vraiment le bagne. Mais tous les mois, j'y allais. J'étais dans la voiture et j'angoissais, quoi. Je serrais la portière. Et ma mère, elle voyait, en fait. Elle savait à quel point j'avais mal. Et limite, elle me tenait la main quand je me faisais épiler. Et l'esthéticienne, elle avait de la peine pour moi, quoi. Arrivé à la puberté, je rentre au collège, j'ai beaucoup de poils. Vraiment, j'en ai partout. Dans le cou, sur le côté du visage. J'ai des muscles aussi qui sont assez proéminents. Dans les bras, dans les jambes et tout. J'ai des seins, mais en même temps, j'ai des épaules de footballeur américain. Et là, je vois que moi, mon corps, il correspond pas. C'est très dur de se regarder dans un miroir et juste de pas avoir de réponse. Je disais, mais pourquoi moi, je suis comme ça ? C'est comme si j'ai toujours voulu être un garçon et puis maintenant, en fait, finalement, je ressemble à un garçon, mais du coup, je suis pas censée. Je me sentais en danger. À la seconde où j'allais aussi, par exemple, me déshabiller dans les vestiaires de sport, où les gens commencent à me dire des trucs, elle est lesbienne. Du coup, là, je commence à me dire, oula. Ça, c'est la limite où ça, il faut pas que les gens y découvrent. Parce qu'à l'époque, au collège, je savais déjà que j'étais lesbienne. Je me suis dit, il faut pas que je me fasse bouffer parce que je vais me faire bully tout le collège.
Et du coup, ça tombe bien. En fait, j'avais un corps imposant. Et en fait, je confrontais les garçons. Je pouvais me battre. Ils me disaient, t'as des poils, t'as de la moustache. Je dis, ouais, mais toi, t'en as pas. Et du coup, ils étaient là. Aïe. Et je pense qu'après, ils évitaient. Enfin, il y avait un truc où ça devenait un sujet qu'ils abordaient moins parce qu'ils savaient que j'allais leur rentrer dedans. Et du coup, j'ai vraiment trouvé un refuge dans la musique. J'avais des trucs de Metallica partout. J'étais hyper fan de Metallica. C'était mon groupe préféré. En fait, ça m'aidait parce que c'était un style qui était presque neutre de mettre des t-shirts de groupe de musique et de mettre des jeans troués et des docks. J'avais l'impression d'avoir une bulle où j'aimais qui j'étais à cet endroit-là. Ça, c'était quelque chose dont je pouvais ne pas avoir honte. Je me souviens vouloir profondément m'accepter, quoi. Explorer les torsades. Les torsions essorant la honte. Nos évolutions parallèles. Nos dislocations. Il y a un lieu immatériel. Il scintille au-dessus des cartes topographiques officielles. Il prendra du poids et de la matière. Il se déposera peu à peu sur les reliefs des villes et les chemins des forêts. Je vois des fantômes, des actes de lumière, des hologrammes dans des forêts d'acacias, de séquoias. Quelque chose en moi pousse avec la même force qu'une lierre. Je ne parle pas. Je suis une plante. Les plantes que tu détestes, que tu laisses mourir sans comprendre. Je ne suis pas là. Je m'absente du langage. Je suis sur une île, moi aussi. Une île de langage solitaire. Une île de silence dans une foule de cris. Un château de forêt au milieu d'une ville. Je vois bien que je vis au milieu d'une forêt. Je vois bien que des racines poussent sur ma peau. Des bourgeons qui apaisent et emportent. Toi, face à moi, je vois bien que nos racines, nos radicaux et nos suffixes ne s'emboîtent pas. Du piratage hormonal, des reflets qui se reconnaissent, enlacent des contradictions. Apprendre le nom des fleurs pour s'inventer une famille. Se nourrir de lumière, élargir l'amour à la hauteur de nos beautés. Camille Cornu. Photosynthèse. Ma mère, elle me dit, on va aller voir un endocrinologue. Elle m'a dit, c'est un docteur des poils, des hormones et tout. Moi, évidemment, à 11 ans, aucune idée de ce que c'est une hormone. Il me reçoit, il me regarde et il commence à dire que les femmes, ça devrait pas avoir de poils. L'endocrinologue m'a fait une prise de sang qui révèle que j'ai un très très haut taux de testostérone. Ma mère lui demande est-ce qu'on peut mettre en place un traitement. Il dit écoutez, quand même, elle est jeune, il faut s'assurer qu'elle a fini sa croissance. Je crois qu'il mesure les poignets. Là, il m'explique en fait, c'est un traitement hormonal, mais ça va stopper ta croissance. Tu vas continuer à te faire épiler, mais au fur et à mesure, il y aura moins de poils qui vont pousser. Et en plus, tu n'auras pas d'acné. Et donc, je me dis, top. Enfin, franchement, on ne présente aucun aspect négatif à ça. Et c'est là, du coup, à 12 ans, qu'on me met sous androcure. J'ai pas mes règles. Ou alors, j'ai mes règles n'importe comment. Après, pour moi, c'était pas un problème. Franchement, je me disais, si j'ai pas mes règles, tant mieux, ça a l'air chiant. J'avais de l'acné un peu, ça s'efface. Donc, en fait, il y a plein de trucs positifs au début qui se mettent en place. Les poils, il n'y a pas énormément d'évolution. Il y a des zones de mon corps où j'en ai un peu moins, mais je trouve pas que j'ai beaucoup de changements, quoi. Et du coup, moi, ça me saoule parce que je vais toujours chez l'esthéticienne, je souffre, mais en plus, j'ai un traitement hormonal et énorme prise de poids au fur et à mesure. Ça, je le vis très mal. Ma mère me fait voir une diététicienne. Je passe mon adolescence à être disséquée au scalpel de comment régler quel problème. Je deviens très fragile émotionnellement, très à fleur de peau. Je sens en fait qu'il y a une grosse fluctuation émotionnelle que je vivais pas avant, mais bon, voilà, t'es adolescente, donc tout le monde dit super, elle est ado. Et ma sœur qui était en études de médecine, une fois, je sais pas pourquoi, elle a checké la boîte d'androcure, donc elle a déplié la notice, et elle a vu, c'est écrit risque de tumeur au cerveau. Et elle va voir ma mère, et elle lui dit, mais regarde et tout, le médicament de Nina, il y a un risque de tumeur au cerveau. Ma mère, pour le coup, j'ai pas le souvenir que le médecin lui ait présenté des effets secondaires au traitement. Il y a un scandale sur androcure, on s'est rendu assez vite compte que androcure c'était très mauvais. Et ma sœur, je me souviens que là, elle est choquée, quoi. Et elle lui dit non mais c'est pas possible. Pour la première fois,
elle, en fait, a tranché ce truc en disant c'est trop, en fait. C'est pas assez grave pour prendre ce risque. Et je pense que ça a commencé à être là où je me suis posé la question de est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas plus le coup de rien faire, de s'accepter, d'agir autrement ? Si quand j'ai envie de m'épiler, je m'épile, quand j'ai pas envie, je le fais pas. Et un jour, j'ai pété un câble, quoi. J'en pouvais plus du traitement, j'en pouvais plus de ce qu'on me disait. J'en ai marre et du coup, à ce moment-là, je commence à prendre mon traitement un peu en dilettante, quoi. À arrêter, à reprendre, à arrêter, à reprendre. Je me souviens que je me disais, je veux être moi-même, j'en ai marre de souffrir et tout, je veux m'accepter. Et le lendemain, d'être en mode, j'y arrive pas, c'est trop dur. Du coup, en fait, ça rend fou. Je pense que je voulais être rassurée par quelqu'un qui aurait pu me dire, notamment des parents, c'est ton corps, il est comme ça, on va chercher d'autres personnes, on va chercher pourquoi, on va essayer de comprendre si tu veux, mais dans tous les cas, c'est pas grave, quoi. Ton corps, quand t'es enfant, ado, appartient à tes parents. Je trouve ça très choquant de pas écouter les enfants et de pas écouter ce que les enfants, ils veulent. La question du consentement des enfants et des adolescents est au cœur des réflexions du mouvement intersexe, comme me l'a expliqué Loé Petit. Nous, au niveau du mouvement intersexe, on s'éloigne progressivement de la notion de consentement pour parler de volonté. La volonté de l'enfant, parce que le consentement tel qu'il est posé aujourd'hui en termes médicaux et en termes de droit, on est sur finalement des gens qui acceptent que des choses leur soient faites et pas des choses qui sont faites parce que la personne le veut réellement en positif. Parce qu'on n'est pas dans du bon d'accord, on est dans du moi je veux ça. C'est ma volonté, c'est l'autodétermination, c'est le choix qui est fait. Et puis, évidemment, quand on est dans des approches féministes, on sait bien que céder n'est pas consentir. Mais alors, en cadre médical, alors céder, c'est tout à fait consentir. Il n'y a aucun problème pour eux là-dessus. Et ça demande aussi d'interroger les mécanismes de domination adulte, que ce soit pour les mineurs intersexes ou pour les mineurs trans. On est pris entre la domination des parents et la domination des médecins. C'est les médecins et les parents qui disent ce que le corps de la personne va devenir, en fait. C'est quand même assez dingue quand on voit les réactions transphobes aujourd'hui sur les accès aux chirurgies de réassignation. D'ailleurs, on dit plutôt chirurgie d'affirmation maintenant, qui sont impossibles aujourd'hui de faire des chirurgies génitales sur des mineurs trans. Par contre, pour les mineurs intersexes, ça ne pose aucun problème de créer des vagins avant 2 ans. C'est la question de qui peut décider pour moi ce qui est fait à mon corps. Une modification de mon corps, une modification de mes caractères sexuels devrait être faite parce qu'elle me permettent de m'épanouir. Justement, d'être dans l'affirmation de soi, des choses qui vont te permettre d'être plus toi-même. Mais ça veut dire que c'est la question de comment tu prends une décision. Et comment tu prends une décision quand tu es dans une période prépubertaire ou au tout début de ta puberté, où du coup tu es encore assez jeune. Donc c'est pour ça que, effectivement, mais les conditions d'une volonté libre et éclairée, donc ça veut dire de rencontrer des personnes, de rencontrer des associations, de rencontrer des personnes qui ont eu certains parcours, et de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, les personnes intersexes ne sont jamais orientées par le corps médical vers des associations de personnes concernées. On est aujourd'hui dans une conflictualité de plus en plus forte entre le mouvement intersexe et le corps médical. Et nous, quand on fait des événements, il y a toujours quelqu'un dans la salle pour nous dire « Mais vous allez parler dans les universités de médecine, vous allez parler avec les médecins des centres de référence. Il faudrait leur dire que ça ne vous fait pas du bien, ces protocoles-là. » On leur dit « Mais ça fait 30 ans qu'on leur dit, ils sont parfaitement au courant. » Que ça n'a eu aucun effet. Au contraire, en fait, les médecins se sont organisés pour résister au mouvement intersexe. Si vous regardez les institutions de défense des droits humains, aujourd'hui, toutes les institutions de défense des droits humains internationales ont pris position pour les droits intersexes et pour l'arrêt des mutilations. L'ONU a pris position pour l'arrêt des mutilations intersexes, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a pris position, le commissaire aux droits humains de l'Union européenne a pris position, en France, le défenseur des droits, la DILCRA, ont pris position, en tout cas, ont dénoncé ces actes inutiles et nocifs. Et en fait, ça bloque au niveau des représentations nationales. Parce qu'en fait, ces lois sont les unes après les autres vidées de leur substance au moment de leur passage dans les représentations nationales. Il faut être assez lucide sur le fait que c'est parce que ce ne sont pas les mêmes gens qui sont dans les espaces internationaux et dans les institutions de défense des droits humains et les gens qui sont des députés ou des sénateurs. C'est sûr qu'aujourd'hui, en France et en Europe et dans le reste du monde à ma connaissance,
le mouvement intersexe ne fait pas encore le poids face au poids politique du corps médical dans les représentations nationales. Un autre élément peut-être qui est intéressant et qu'on a vu là au moment de la loi de bioéthique, c'est que ces postures des médecins qui, au moment de cette loi de bioéthique, du coup, se sont mobilisés alors pas de façon visible, mais qui ont quand même écrit des pétitions, qui ont contacté des députés, des sénateurs, donc qui, de façon très efficace, se sont mobilisés pour du coup faire en sorte que leurs prérogatives ne s'arrêtent pas. Ce qu'on peut observer, c'est qu'ils ont aussi été rejoints par des mouvements qui sont réactionnaires. Et donc du coup, il y a des liens aussi qui se tissent comme ça, et pareil, pas de façon toujours aussi visible, mais avec ce qu'on pourrait appeler plus largement un mouvement anti-genre. Et ils se retrouvent là avec certaines organisations réactionnaires, et notamment proches de l'extrême droite, qui vont venir les soutenir sur ces sujets-là, parce que ça fait partie, eux, d'un agenda plus large qu'ils ont contre les droits des minorités, contre les droits des femmes, etc. Les médecins ont beaucoup de difficultés à entendre aussi parce qu'on leur demande quelque part de rien faire ou d'arrêter de faire ce qu'ils considèrent être leur métier, leur spécialité et leur champ d'action. Miral Ralaz m'a aussi expliqué que les violences vécues par les personnes intersexes s'inscrivaient au croisement de la domination du corps médical, de la domination adulte et des violences psychologiques, physiques ou sexuelles. En France, depuis une dizaine d'années, le mouvement intersexe grandit, porté notamment par le collectif Intersexe Activiste. Au-delà de militer pour l'arrêt des mutilations et des actes non consentis sur les enfants et les adolescents, les militantes et militants mettent en place des temps de rencontre et d'échange pour les personnes concernées et leurs familles, des formations et partagent de nombreuses ressources sur leur site internet. C'est souvent grâce à ce travail d'accompagnement et de visibilisation que les personnes intersexes découvrent enfin ce mot et pour certaines et certains s'engagent dans le mouvement, comme Mathilde et Mathieu. À partir de là, j'ai des mots pour me dire. À partir de là, je peux dire ce que j'ai eu enfant, c'était pas normal. C'est une libération et ça change la vie en fait. Maintenant, je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je sais ce que j'aurais pas dû avoir et je sais ce que je peux attendre. J'assume pleinement dans mon intimité mon rapport au féminin, j'assume pleinement dans mon intimité mes désirs sexuels. Ça, c'est résolu. Et je dois faire avec ces traumas et ces douleurs. On m'a souvent demandé, mais toi, qu'est-ce que tu aurais fait ? Mais en fait, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je n'ai pas eu le choix, donc je ne peux pas savoir. Si j'aurais aimé mon corps tel qu'il était, mais surtout, j'aurais aimé qu'il me laisse tranquille jusqu'à ce que ça me pose un problème pour moi-même, si ça m'avait posé un problème. Mais la question se serait posée peut-être justement à l'entrée en primaire, quand on impose aux petits garçons d'aller à l'urinal plutôt qu'aller aux toilettes assis. Et moi, je suis en situation de parentalité, je demande à l'enfant qui vit chez nous, qui est assigné garçon, je lui dis, mais t'as le droit de t'asseoir pour pisser. Ça change pas son rapport à sa masculinité ou à son genre ou à ce qu'il veut. Et la zone de l'intime que sont les toilettes, ça devrait être intime et pas ouvert. Quand moi j'ai appris que j'étais intersexe, la difficulté elle résidait dans le fait que je me suis sentie enfermée. Au début, forcément c'est aussi un endroit où on vient apprivoiser une toute petite communauté, etc. Mais que c'est une communauté très queer, avec tout ce que ça a de formidablement beau et émancipateur. Mais quand on est ce que je pensais être à l'époque une meuf cis, hétéro, et qu'on vient d'apprendre le mot intersexe, en fait cette communauté-là, moi elle m'effrayait. J'avais peur de passer du coup presque d'un endroit difficile à un autre, on va dire. On célébrait les variations intersexes. Du coup, mon corps n'était pas monstrueux. Mais dans ce cas, c'était ce qu'on avait fait à mon corps, ce que les médecins avaient fait à mon corps, qui était monstrueux. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour rencontrer ces milieux-là. Et j'ai pu le faire d'abord par un petit bout de communauté que j'ai pu créer, d'abord avec Audrey et Déborah, 2 autres personnes intersexes. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, la sensation d'attendre quelqu'un dans ta vie. Et quand je les ai rencontrées, d'un seul coup, c'était évident, c'était elles que j'attendais. Il y avait un endroit, un espace où les choses pouvaient être en bazar, où les choses pouvaient être en pagaille, et y compris dans notre rapport, par exemple, à certaines injonctions féminines ou à certaines chirurgies, à certains traitements hormonaux, à nos désirs, à la façon dont on les a explorés, et où on pouvait hésiter, où on pouvait pleurer, où les émotions, elles étaient à la fois brutes mais fortes.
Je me souviens de nos corps qui vibraient enfin. J'avais l'impression d'avoir les yeux plus grands ouverts, j'avais l'impression d'être jouasse, j'avais l'impression de respirer, j'avais tout le rapport à mon corps changeait et c'était le lieu d'une immense euphorie, d'une très belle sensation d'existence enfin. C'est aussi à travers le mouvement queer que Nina découvre son intersexuation. En arrivant à Paris, à 18 ans, elle arrête les hormones et décide de ne plus s'épiler ou de le faire seulement dans certains contextes. En ce moment, en tout cas, je suis dans un truc où j'aime bien en fait ce que je projette de moi. Il y a des endroits où j'avais pas de poils avant et quand j'ai arrêté Androcure, j'ai eu des poils à ces endroits-là. En fait, je trouve ça presque cynique, quoi. Comme si on pouvait pas l'empêcher et en plus que ça en produisait à d'autres endroits et tout. Enfin, je trouve ça un peu drôle en fait. Mais il y a toujours un truc d'ambivalence, c'est toujours difficile. Je vais être très consciente de ce qui peut déranger l'autre en face. Des fois, les gens, je leur parle et je vois qu'ils regardent genre dans mon cou, sous ma bouche, sous mes oreilles. Ça les titille un peu et ils sont perdus. Et en fait, en vrai, c'est des interactions qui me mettent assez mal à l'aise. Enfin, ça se combine à plein d'autres problématiques où je sentais qu'il y a à beaucoup d'endroits où je faisais moins le poids que d'autres femmes qui pouvaient être dans des standards. Par exemple, pour le travail, il y a eu toujours ce truc où j'avais peur que ça me porte préjudice, alors que franchement, on travaille dans des milieux, entre guillemets, d'art, plein de trucs où tu peux te dire, c'est pas grave, les gens, ils sont cool et tout. Mais en fait, les gens, ils sont cool, mais jusqu'à ce que ça les dérange profondément, en fait. Même dans des rapports personnels, par exemple, rencontrer les parents de ma copine, ça me fait stresser. Ils vont se dire, déjà, ma fille, elle est lesbienne, en plus, sa copine, elle est comme ça. Je me suis toujours projetée dans ce que la personne, elle se disait de moi. Et du coup, ça, c'est dur encore. C'est essayer de plus jongler et de trouver un peu un endroit de paix et de stabilité, mais que j'ai quand même l'impression de l'avoir trouvé. Par exemple, avec mes amis, ma copine, mon entourage, qui sont vraiment à 99% des personnes queer, j'ai aucun problème avec ce que je renvoie et avec mon corps. C'est des personnes que je trouve rayonnantes, qui déploient autant de force et que je trouve beaux et belles et fortes à plein d'endroits. Des personnes aussi que j'aime énormément. Elles m'aident indirectement, même sans que ce soit des conversations qu'on ait nécessairement, à ce que moi, je vois ça en moi aussi, en fait. J'ai eu beaucoup de questionnements par rapport à mon genre. Je suis heureuse, quelque part, de voir que en fait, je performe une féminité qui n'est pas en fait, dans les normes. Et de se dire, une femme, ça peut être ça, puis ça peut être ça, et ça peut être ça. Et y a un truc de lutte aussi, du fait d'être une femme, d'être lesbienne et tout, auquel je suis très attachée. Et je pense que c'est profondément mon identité aussi. Pour moi, être queer, c'est tout ça, en fait. Comme Nina, la plupart des personnes intersexes se reconnaissent dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. D'autres transitionnent ou se définissent comme non-binaires, comme c'est le cas pour Suzanne. J'ai compris qu'en fait, me sentir que femme et me conformer à ce genre-là, c'est de là où venait aussi mon mal-être. Je me conformais à ça tout en me sentant pas conforme à ça. Après, j'ai découvert la non-binarité. Ça a fait sens pour moi. J'ai compris que c'était dans ça que je me sentais confortable, de pas se conformer à un genre en particulier. J'ai 23 ans à ce moment-là. Ça correspond à mes débuts en walking. Le walking, c'est une danse libre. Ça peut être très explosif, très minimaliste aussi, et très intérieur. Il y a une technique de bras qui est complexe. Il y a aussi le mouvement de la claque qu'on met dans les airs, qui s'appelle walk. Je sens l'espace que je prends. Je sens mon corps qui parle, crier des choses. Et aujourd'hui, je suis fière d'être inter. Je vais pas m'excuser d'être là. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Annabelle Brouard. Accompagnement, Sarah Bénichou. Illustration, Anna-Vanda Gobusset. Merci à Alix, Aude, Marthe, Aimée, Audrey Aguerteur et toutes les personnes contactées pour l'émission. Merci à Loé Petit pour sa confiance. Un podcast à soi est produit par Arte Radio.
Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un Podcast à Soi. Et si l'envie vous en dit, lisez un livre à soi pour prolonger l'écoute. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.